Non, non, dispersion, c'est destruction. Dispersion, j'ai toujours en arrière-fond, dans l'idée, le fait que si on a affaire à un barrage beulérien, tous les objets vont être dispersés. Ils n'ont d'unité que la fonction qui les réunit dans un ensemble qui homogénéise le disparate et l'hétérogène. Donc ça reste disparate et hétérogène. Donc le sujet ne peut pas comprendre ce qui se passe, a priori. Il faut qu'il se mette à délirer. Au-delà de sa perplexité que j'appelle psychotique, il devient délirant pour reconstruire le templé. Un délire, c'est une construction du templé, il faut se le dire comme ça. Et à partir de la dispersion et des propositions, c'est-à-dire de ce qui ne fonctionne pas, d'où le caractère proprement insane d'un délire qui reste marqué de ce qui a été simplement une objectivation inadéquate des choses, et qui vient de l'autre, bien sûr, qui est le méchant de l'affaire. Bon, mais c'est, je suis bien d'accord avec Freud, une tentative de sortie de la psychose, une tentative de guérison, dit-il, qui n'a qu'un sens pour moi, c'est-à-dire de remettre en circulation la fonctionnalité récursive de la signifiance dans des rapports, sinon, chosiques. Uniquement chosiques, c'est chosifié. Ce que je veux souligner, même en disant ce que j'ai dit en dernier lieu, c'est que, en dehors de ce barrage beulérien, toute la question, c'est la question de la dialectique. Savoir à quelle dialectique avons-nous affaire entre construction et déconstruction, entre fonction et objet, et puis enfin tout ce que vous voulez sur ce schéma, hein, je ne vais pas tout répéter. Eros et Thanatos, Eros c'est du côté construction. Oui. Freud dit que la fonction de l'amour, c'est de construire des unités toujours plus grandes. Et que la fonction de Thanatos, de la destructivité, c'est de démolir ces unités. Si on pense en termes de surface de Boyle, ce que je dis, c'est moins évident dans le schéma, parce qu'en gros, ce schéma, il se soutient bien du schéma R de Lacan, c'est-à-dire d'un cross-cap, donc d'un plan projectif constitué d'une bande de Möbius à une seule demi-torsion. C'est simple, si on considère qu'il y a une bande de Möbius à 3 demi-torsions, effectivement, ce sont vraiment tous les éléments qui sont homogénéisés les uns avec les autres. Cette homogénéisation, elle dépend de la signifiance, donc de la récursivité. La désunion, elle donne cet éparpillement psychotique, oui, mais c'est la coupure qui constitue l'union. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, les termes qu'on vise avec l'objet A, c'est une division de l'objet organisée depuis ce qu'est cette bande de Möbius, c'est-à-dire cette coupure opératoire, je ne suis plus dans la psychose, qui est le clivage du sujet, et qui est la refonte du signifiant. C'est ça qu'on vise. On vise des éléments, on peut dire conceptuels, mais aussi bien topologiques, enfin, des éléments de structure rendus tangibles par le fait que ce sont des compactifications ou des bords de la coupure. Même chose pour moi dans ce premier abord. Avant de prendre Freud, ouais, je voudrais revenir sur quelque chose sur quoi je n'ai peut-être pas suffisamment insisté.
que dans les méridiens, il y a, au niveau des parallèles, qui s'identifient avec les méridiens, il y a trois structures réelles, imaginaires et symboliques, trois structures, trois registres, qui sont des registres à chaque fois du signifiant, on ne peut pas se leurrer là-dessus, qui mettent en jeu, je préfère le dire, du plus symbolique au plus réel, en passant par l'imaginaire. Donc, je ne vais pas le dire à l'allemande, qui le dit à l'envers du français. Donc, je vais le dire en termes de représentance, de représentation Vorstellung. Je vais le dire en termes de Zeichen, de signe, de perception, Wahrnehmung, Wahrnehmungszeichen. Donc, je renverse les vocables allemands. Et en termes de traces, organisant le souvenir, Erinnerung. Erinnerung Spur. Donc, à chaque fois, ça se donne dans une composition des termes autrement constitués en allemand. Mais ce que je veux souligner, c'est que Freud est clair dans le refoulement et l'inconscient, dans ses articles métapsychologiques, c'est qu'on ne peut parler de Vorstellung, de représentation, que pour faire représentance. Ça s'équivaut exactement. À l'envers, on ne peut parler de représentance que pour impliquer de la représentation. À partir de cette structure signifiante, où symbolique et imaginaire sont homogénéisés dans le signifiant. Non sans effet réel, je pense, mais bon. Un niveau un peu plus imaginaire que ce niveau proprement symbolique de la Vorstellungsrepräsentanz. Le signe et la perception sont identifiés aussi. La perception est identifiée au signe. Du coup, pour moi, le souvenir et la trace sont aussi identifiés. Donc, ce qui compte, c'est ce qui va être dominant dans tout ça. Dans cette suite, je n'essaie pas de faire un tissu, donc je vais simplement faire flotter les choses autrement. Je vais dire que la représentance est proprement symbolique. À un niveau imaginaire, c'est la Vorstellung et sous tous les modes qu'on veut, Darstellung et Darstellbarkeit, et pourquoi pas Wahrnehmung, perception. Et avec le souvenir, ce qui fait trace, c'est la motion pulsionnelle qui compte, c'est Regung. Moi je dis que la motion s'équivaut à la représentation, qui s'équivaut à la représentance. Évidemment, Regung et représentance s'équivalent aussi. On a une structure d'équivalence dans l'organisation méridienne, de la même manière qu'il y a une structure d'équivalence ou d'homogénéité dans la structure des parallèles, la structure signifiante des parallèles. C'est déjà un premier abord des choses. Bon, à partir de là, on est à même de lire Freud. Que je vais prendre à l'envers. Un certain nombre de textes, parce que c'est partout qui parle comme ça de l'intrication, de la désintrication des pulsions. Donc je vais prendre dans l'abrégé. Est-ce que ça veut dire que Regung, Vorstellung et représentance rentrent dans le signifiant, enfin, sont Oui. des signifiants? Non, c'est l'activité signifiante, c'est la Regung pulsionnelle, c'est la motion pulsionnelle qui donne le réel du signifiant, c'est cet effet d'organisation du signifiant qui fasse que, pour moi, c'est un constat que tout le monde peut faire, que quelque chose de sa propre vie change quand on repère exactement quoi, quand on commence une analyse. Quand on arrête son analyse, ça change aussi. Je n'ai pas dit qu'elle revenait au premier, ce qui était avant non plus.
Je dis que parler implique de la transformation, arrêter de parler sur le mode de la cure aussi, auquel cas, oui, ce qu'on articule comme signifiant change le réel. En dehors de tout contenu, je veux dire. Donc on n'est pas dans un contenu imaginarisable de façon propositionnelle, on est dans ce que Freud appelle une motion pulsionnelle. Alors, je vous prends un bout de la théorie des pulsions, le chapitre 2 de l'abrégé de psychanalyse. Nous avons appris que les pulsions peuvent changer de but par déplacement. Et aussi, je vous donne la traduction française. Et aussi qu'elles sont capables de se substituer les unes aux autres. J'ai dit. L'énergie de l'une pouvant se transférer à une autre. Oui. Alors, la question dans laquelle je ne suis pas rentré, et Freud y insiste pas mal, c'est que les pulsions sont toujours emmêlées. Donc, dire pulsion de vie, pulsion de mort, amour et thanatos sont insécables, et que c'est une question de quantité, j'allais dire d'un aspect contre un autre, parce que j'ai bien envie de soutenir ça. Pour Freud, ce ne sont que des aspects pulsionnels qui se donnent positivement, négativement, constructivement et déconstructivement. Donc on rencontrera ça. Donc le transfert d'une pulsion à une autre, ça se fait entre autres par des changements quantitatifs chez Freud. Je reste quand même fixé sur l'idée qu'il y a dans l'esquisse, que ce que Freud appelle quantitatif, c'est de l'écriture. Puisque je vous rappelle que ce qui donne dans l'esquisse, c'est uniquement la lettre Q comme l'initiale de quantité. Q état, c'est un état grec qui vaut un N plus ou moins gothique, qui vaut pour la quantité intraneuronique. Ça vaut pour N, état. C'est juste un choix d'écriture. Bon. Mais c'est pour dire que c'est de la lettre qui se meut le long d'un certain nombre d'axes vectoriels, disons-le ainsi, qui organisent du coup le tissu nerveux à partir de ce qui est repérable effectivement comme neurone et organisation de neurones entre eux. Il n'empêche que si on veut passer à un autre niveau que le niveau anatomique et histologique, on est bien obligé pour le psychisme de se demander qu'est-ce qui opère là, des quantités, d'accord, pourquoi pas, des quantités quoi. On peut toujours dire des quantités d'investissement, donc il y a du sujet dans l'investissement, donc des quantités signifiantes. Quoi qu'il en soit, ce qui désigne, ça c'est moi qui le dis, c'est pas Freud, c'est sûr, ce qui désigne le signifiant, c'est la lettre. La lettre qui permet de pointer le signifiant. Vous savez, je théorise le fait que dans la dérive de la signifiance, les coups d'arrêt chez Freud sont donnés soit en termes de représentation, soit, et du coup chez Lacan, en termes de lettres. C'est la lettre qui fait obstacle, enstasis, instance, à la dérive indéfinie de la signifiance. Donc, c'est pas si simple de parler de quantité. Surtout que j'ai tendance à laisser tomber les quantums pour les cotations. Donc, encore autre chose. Bon, mais je ne vais pas trop compliquer le propos. Je lis Freud. Après de longues hésitations, de longues tergiversations, nous avons résolu de n'admettre l'existence que de deux instincts fondamentaux. Que de deux. Ça, c'est le point où il arrive. On est en 38, abrégé de psychanalyse. L'éros est l'instinct de destruction, la pulsion de destruction.
les pulsions opposées l'une à l'autre de conservation de soi et de conservation de l'espèce, ainsi que ceux également contraires d'amour de soi et d'amour objectal, entrent encore dans le cadre de l'éros. Donc, conservation de soi, conservation de l'espèce, amour pour soi, amour narcissique et amour pour l'objet, tout ça, c'est de l'amour. Bon. Le but de l'éros, c'est d'établir des unités toujours plus grandes afin de les conserver. En un mot, un but de liaison. Le but de l'autre pulsion, au contraire, est de briser tous les rapports, donc de détruire toute chose. J'ai du mal à penser pulsion en termes de but comme ça. Je considère que la place structurale de la destruction vaut comme déconstruction. Il y a cette constructivité des fonctions et il y a la déconstructivité. Pour obtenir des objets, il faut que les fonctions soient constructives. Pour revenir et s'assurer des fonctions, il faut déconstruire les objets. Donc la dite destructivité est une déconstruction entièrement nécessaire à la signifiance. Bon. Mais je suis en train de lire Freud. Parce qu'il y a eu Lacan par-dessus, il y a le travail qu'on peut fournir par-dessus Lacan, donc c'est déjà plus du Freud. Pour s'en tenir à Freud. Le but de l'autre pulsion, au contraire, est de briser tous les rapports, donc de détruire toute chose. Il nous est permis de penser de la pulsion de destruction que son but final est de ramener ce qui vit à l'état inorganique, et c'est pourquoi nous l'appelons instinct de mort. Moi je dis bien instinct de mort. Pulsion de mort, c'est pour ça que je considère que c'est pas... Pulsion de mort n'est pas située là pour moi. Dans l'identification des pulsions opposées, elle est située à un niveau de construction. Mais enfin, si on ne met pas comme ça, si on ne prend pas la matière première pour la mettre en particules, on ne peut pas réunir ces particules dans une autre construction. Donc, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Cité 2 fois par Freud, cet adage. En français, il me semble. Si nous admettons que l'être vivant n'est apparu qu'après la matière inanimée et qu'il en est issu, nous devons en conclure que la pulsion de mort se conforme à la formule donnée plus haut et suivant laquelle toute pulsion tend à restaurer un état antérieur. Pour l'éros, la pulsion d'amour, nous n'émettons pas la même formule, ce qui équivaudrait à postuler que la substance vivante, ayant d'abord constitué une unité, s'est plus tard morcelée et tend à se réunir à nouveau. Bon, on n'est pas dans Aristophane, dans le banquet. Dans les fonctions biologiques, les deux instincts fondamentaux, les deux pulsions fondamentales sont antagonistes ou combinés. Combinir, terme allemand aussi. C'est ainsi que l'action de manger implique la destruction d'un objet suivie d'une incorporation de ce dernier. Il y a marqué d'une assimilation, mais c'est pas ça l'allemand. Quant à l'acte sexuel, c'est une agression qui tend à réaliser l'union la plus étroite. Cet accord et cet antagonisme des deux pulsions fondamentales confèrent justement au phénomène de la vie toute la diversité qui lui est propre. Par-delà le domaine de la vie organique, l'analogie de nos deux pulsions fondamentales aboutit à la paire contrastée, l'attraction et la répulsion, qui dominent dans le monde inorganique. Toute modification affectant la proportion des pulsions, marqué fusionnées, mêlées, enfin, il s'agit de intriquées, a les retentissements les plus évidents. Un excédent d'agressivité sexuelle fait d'un amoureux un meurtrier sadique. Méfiez-vous. Une diminution notable de cette même agressivité le rend timide ou impuissant. Méfiez-vous aussi. La voix moyenne, La voix moyenne. Il faut voir comment ça aussi, tout ça. Ça dépend. Ouais, enfin, bon,
raconte pas tous les fantasmes qui viennent par-dessus Freud. Si, pour moi. Non, parce que si c'est un meurtrier sadique, avant d'être impuissant, c'est qu'il est passé par un... Comment on appelle ça Interdiction pour compter les fantasmes. Censure. Non, aimer les morts, comment ça se dit? Thanatophilie. Thanatophilie. Nécrophilie. Nécrophile, oui, nécrophile. Voilà, nécrophile. Non, mais c'est pour la sexualité, nécrophile. Bon, il ne saurait être question de confiner chacun des deux instincts fondamentaux dans une quelconque des régions du psychisme. Donc ça on revient sur la question des localisations, hein, car on les rencontre nécessairement partout. Voici comment nous nous représentons l'état initial. Toute l'énergie disponible de l'éros, que nous appellerons désormais libido, se trouve dans le moi ça encore indifférencié et sert à neutraliser les tendances destructrices qui y sont également présentes. Pour désigner l'énergie des pulsions de destruction, nous ne disposons encore d'aucun terme analogue à celui de libido. Vous voyez des gens qui ont sorti d'Estrudo. Ensuite, il devient relativement facile d'observer les vicissitudes ultérieures de la libido. En ce qui concerne la pulsion de destruction, cette observation est plus malaisée. Ainsi, aussi longtemps que cette pulsion agit intérieurement en tant que pulsion de mort, elle reste muette, elle ne se manifeste à nous qu'au moment où, en tant que pulsion de destruction, elle se tourne vers l'extérieur. Donc, ça justifie plutôt ce que j'ai dit, hein, parce que Freud, qui commence par dire que la pulsion de destruction, il l'appelle pulsion de mort, ensuite, là, il différencie déjà, opposé, enfin, fonctionnant avec l'éros, la pulsion de mort n'est pas encore destructrice. C'est en étant tournée sur l'extérieur qu'elle devient destructrice, comme pulsion de destruction. Donc ça correspond au schéma. Cette diversion semble indispensable à la conservation de l'individu, et c'est le système musculaire qui s'y emploie. Bon, à l'époque où s'instaure le surmoi, des accumulations considérables de la pulsion d'agression se trouvent fixées à l'intérieur du moi et y agissent à la façon d'autodestructeurs, un drôle de français. Ils agissent de manière autodestructrice. C'est là l'un des dangers qui menace la salubrité du psychisme auquel l'homme s'expose quand il s'engage dans la voie de la civilisation. Bon, après il va être question d'autodestruction. Je laisse tomber tout ça. Bon, et puis il y a la différence entre le narcissisme primaire absolu, qui persiste jusqu'au moment où le moi commence à investir libidinalement ses représentations objectales, à transformer en libido objectale la libido narcissique. Donc là, il y a libido narcissique, narcissisme primaire, et libido objectale, qui va assurer un narcissisme secondaire. Durant toute la vie, le moi demeure le grand réservoir d'où les investissements libidinaux partent vers les objets. Et pour moi, c'est pour ça que le moi en question, c'est un sujet du narcissisme primordial. Hein. Et où aussi ces objets sont ramenés à la manière d'une masse protoplasmique qui pousse ou retire ses pseudopodes. Bon, ça c'est une image fréquente chez Freud, hein, même précédemment dans la dénégation, il racontait la même chose. C'est le même truc qui va vers l'extérieur en termes de pseudopodes, ou qui rétracte ses pseudopodes vers la masse protoplasmique. C'est seulement dans la plénitude des états amoureux que la majeure partie de la libido se trouve transférée à l'objet, que ce dernier prend dans une certaine mesure la place du moi. Un autre caractère important de la libido, c'est sa mobilité, c'est-à-dire l'aisance avec laquelle elle passe d'un objet à un autre. Au contraire, on dit qu'il y a fixation de la libido quand elle s'attache, parfois pour toute la vie, à certains objets particuliers, etc. Premier aspect, donc, besoin. Ensuite, je prends les nouvelles conférences. Peut-être un peu plus à lire. Bon, je veux dire qu'au fil du temps, Freud simplifie, je pense, son propos.
s'agit de l'angoisse et de la vie pulsionnelle, c'est la 32e conférence dans les nouvelles conférences. Donc notre théorie de la libido fut établie sur le contraste des pulsions du moi et des pulsions sexuelles. Quand nous en vîmes ensuite à étudier de plus près le moi lui-même, quand nous eûmes connaissance de ce qu'est le narcissisme, cette distinction perdit de son intérêt, il arrive parfois, rarement, que le moi se prenne pour objet comme s'il était amoureux de lui-même. D'où ce nom emprunté à la fable, le narcissisme. Mais il ne s'agit là, en fin de compte, ce sont quand même des conférences qui sont faites pour un grand public, donc un changement d'explication, à peu de choses près. Il ne s'agit là, en fin de compte, que de l'extrême exagération d'un état de choses normal. On finit par comprendre que le moi est toujours le réservoir principal de la libido et qu'il reste le point de départ. Une fois de plus, chaque fois qu'il y a moi, comme c'est le ich, pour moi c'est le sujet, et c'est le sujet du narcissisme primordial. C'est peut-être pas ce que veut dire Freud, j'en sais rien, mais la traduction nous en impose pour autre chose que le ich. Alors, c'est un problème. Il y a des moments où il est dit que le moi c'est le seul sujet. Hein. J'ai lu ça là, pour aujourd'hui. Donc le moi est toujours le réservoir principal de la libido et qu'il reste le point de départ ou d'arrivée des investissements libidino-objectaux, tandis que la majeure partie de cette libido elle-même y demeure, elle, en permanence. La libido du moi ne cesse jamais de se transformer en libido objectale et vice-versa. Donc on est dans ce problème de transformation. Hein. Comment ça joue? C'est là que je mets le templé. Ces deux libidos, n'étant pas de nature différente, eh oui, c'est toujours de la libido. Il est donc inutile de séparer leurs énergies respectives. On peut ainsi soit abandonner entièrement en termes de libido, abandonner entièrement ce terme de libido, soit ne l'utiliser que pour désigner l'énergie psychique. Nous ne tardâmes pas non plus à abandonner ce point de vue. La notion d'une discordance à l'intérieur même de la vie pulsionnelle s'imposa bientôt plus nettement encore et de toute autre manière. Je ne veux pas vous donner ici tous les détails de ces découvertes. Sachez seulement que notre nouvelle théorie des pulsions est basée sur des considérations biologiques. Je vais vous mettre au courant des résultats obtenus. Bon, nous admettons qu'il y a deux sortes essentiellement différentes de pulsions, les pulsions sexuelles, le mot sexuel étant pris dans son sens le plus large, l'éros si vous préférez, et les pulsions d'agression dont le but est de détruire. Vous trouverez qu'il n'y a là rien de nouveau et que je ne fais qu'essayer d'expliquer théoriquement l'opposition entre la haine et l'amour, opposition qui se confond peut-être avec cette autre, l'attirance et la répulsion dont les sciences physiques admettent l'existence dans le monde inorganique. Mais chose étrange, nombre de gens considéreront cet exposé comme une dangereuse innovation qu'il convient de rejeter au plus vite. C'est à mon avis l'influence d'un facteur affectif qui se manifeste dans ce rejet. Pourquoi avons-nous nous-mêmes tant tardé à reconnaître l'existence d'un instinct d'agression? Pourquoi n'avons-nous pas déjà hardiment mis en lumière, expliqué théoriquement des faits qui sautent aux yeux et que chacun connaît? Sans doute la résistance serait-elle moindre si pareil instinct n'était prêté qu'à l'animal. Mais admettre la présence de cette... Enfin, je dis instinct, à chaque fois c'est pulsion, enfin je ne sais pas, c'est la traduction française qui met instinct, alors j'essaye de corriger régulièrement. Mais admettre la présence de cet instinct dans la nature humaine, voilà qui paraît sacrilège, voilà qui va à l'encontre d'un trop grand nombre d'hypothèses religieuses et de conventions sociales, etc. Je saute. Donc il va parler de sadisme et de masochisme. Bon, je le saute aussi, tout ça. Le sadisme et le masochisme nous offrent, croyons-nous, d'excellents exemples de l'intrication des deux sortes d'instincts de l'éros avec l'agression. Et nous admettons que ces exemples sont typiques et que toutes les pulsions instinctuelles dont nous pourrions nous occuper présentent les mêmes intrications, les mêmes alliages des deux instincts. C'est un seul mot, hein, c'est Lichung, intrication, alliage. Le traducteur n'avait pas vraiment choisi. Naturellement, les proportions du mélange sont variables. Voilà, c'est là qu'il y a de la quantité. Hein.
Les pulsions érotiques y apportent la multiplicité de leurs buts sexuels, tandis que les autres n'y fournissent que les atténuations des dégradations de leurs tendances monotones. Ces données nous ont permis de poursuivre des recherches dont l'importance, en ce qui concerne la compréhension des processus pathologiques,